Est-ce qu'on est encore en train de psychiatriser les électeurs de Donald Trump? Je pense qu'il y en a qui s'en sont toujours pas remis qu'il y a des gens qui aient voté pour Donald Trump. Puis là, on sait comme plus par quel chemin le prendre, puis comment finalement s'en prendre à ses partisans. Tu voulais nous parler de ça, Rémi? Bien, la tentation est forte, Karima, effectivement, quand Donald Trump nous déçoit, quand Donald Trump nous déroute parce qu'il fait des affaires qu'on n'a jamais vues de notre vivant, qu'on a juste vues dans des films de science-fiction. La tentation est forte, donc, de dire c'est quelqu'un qui est issu d'un autre monde et tous ceux qui votent pour lui, même s'ils sont quelques 70 millions, ce sont des fous, des narcissiques, des psychopathes. Je ne sors pas ces mots-là du fond de mon chapeau. Il y a une étude qu'a relayé un certain journaliste là, très connu dans l'espace public, que je ne citerai pas, je suis tanné, là, c'est l'été, je suis plus capable de me faire des ennemis. Mais si c'était l'automne, je pense que je nommerais son nom, mais là, je prends un petit break de controverse. Mais donc, c'est quelqu'un d'assez connu qui relaye comme ça l'étude sur Twitter, une étude qui documenterait le niveau de tous ces mots-là que je viens de t'évoquer chez les partisans de Donald Trump. Écoute, Donald Trump a pris le pouvoir en 2016, est devenu le chef du Parti républicain quelques mois auparavant. Et depuis, on n'est toujours pas capable d'expliquer de façon rationnelle pourquoi cet homme-là a gagné un premier mandat et comment c'est possible qu'il soit revenu une deuxième fois. Et ça fait l'affaire, je pense, des gens qui ne veulent pas entendre raison que de choisir de le psychiatriser. Tu sais, c'est tellement plus simple. Hein, tu te chicanes avec quelqu'un ou tu essaies d'expliquer quelque chose à quelqu'un, il ne comprend pas, ça ne rentre pas dans la tête. Qu'est-ce que tu vas faire au lieu de te juger toi-même, juger ta capacité à communiquer, à raisonner, à dire des choses simples? Tu vas dire c'est un fou. C'est un malade, il comprend rien, c'est un sourd, il veut rien savoir, il est têtu. Bien, quand tu es à court d'arguments, tu vas aussi avec une forme de psychiatrisation, c'est plus facile, tu dis il est fou. Oui, mais c'est ça que je comprends pas alors, Karima, parce qu'on a commencé par la psychiatrisation, donc on avait l'excuse d'être à court d'arguments, ça allait trop vite, alors on a, premier réflexe, je questionne pas les réflexes, si vous tapez votre coude, il va réagir d'une certaine façon, là. Et là, le temps a filé. Et là, on revient à ça, tout le temps à ça. Tu sais, juste pour que ça soit clair, il n'y a pas 76 millions de psychopathes aux États-Unis. C'est pas possible. Ça n'existe pas un pays avec un pourcentage semblable de psychopathes, de narcissiques, de fous-braques dans la tête, de malades mentaux. Ça n'existe pas. À ma connaissance, mais je ne pense pas me tromper là-dessus. Je ne pense pas m'aventurer là, de façon trop imprudente. Donc, c'est tout le temps plus simple de psychiatriser, alors que les raisons sont là. C'est la société qui est malade. C'est ça. C'est ça, là, on peut la psychiatriser. À 76 millions de malades, ça commence à ressembler à la société. C'est ça, c'est qu'à un moment donné... Non, mais quand je dis ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des mots de société. Ensuite, le remède, est-ce que c'est le bon ou c'est pas le bon? Mais il y a aussi une forme de volonté du peuple de dire, regardez, là, ça marche pas. On a essayé telle chose, ça n'a pas fonctionné. On vous envoie des messages, faites quelque chose. Donc, la société, quand je dis la société malade, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être sur l'économie, ça peut être sur la sécurité, ça peut être sur bien des affaires. Oui, mais tout à fait. Alors, regarde, je vais prendre la balle au bon, puisqu'on parlait de tennis hors onde il y a quelques instants. Si la société est malade et qu'elle est constituée d'au moins 76 millions de psychopathes, elle est peut-être constituée du reste de paranoïaques qui ne voient dans l'autre qu'un psychopathe, qu'un malade mental, qu'un fou-braque. On peut-tu se parler? En plus, on le sait que si on se parle pas, ça donne rien de beau. Hein? Je veux dire, moi, je veux bien accepter, par exemple, que l'assaut du Capitole, c'était l'expression la plus vulgaire de ce mouvement-là, de gens qui n'étaient pas écoutés, qui étaient traités de cons, qui étaient traités de fous, qui étaient ridiculisés. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ce jour-là? Ils ont dit, vous pensez qu'on est des singes? On va vous montrer ce que c'est qu'un singe. Puis là, ils ont fait des singeries. Ils sont rentrés. Mais là, depuis qu'on est passé à autre chose, je pense, on n'a plus vraiment une menace semblable qui pèse sur l'Amérique, on peut-tu essayer de comprendre pourquoi des gens, et je le dis, il faut lire les médias américains, le taux de soutien à Donald Trump, oui, est en baisse. OK? Je ne vous dirai pas un mensonge là, sur les ondes, mais il n'est pas aussi en baisse qu'on le pense. Les Américains sont encore relativement derrière Donald Trump. Sur les questions économiques, ils pensent que c'est l'homme de la situation. Oui, ils pensent que Donald Trump, c'est l'homme de la situation. Pourrait-on s'intéresser à ça? Au lieu de dire, c'est des cons, en fait. Ils ne savent pas c'est quoi l'économie. Là, ils vont payer les tarifs. Ils sont donc bien niaiseux. Il se trouve que les tarifs n'affectent toujours pas le portefeuille des Américains. Les entreprises ont pris en charge les coûts supplémentaires à la demande de Donald Trump, notamment. Donc, peut-on juste accepter... En fait, la base là, qui est un peu fâchée, c'est pas tant sur ses décisions, par exemple, économiques ou immigration ou la façon brutale de Donald Trump. Parce que oui, il y a une façon brutale
d'exercer le pouvoir. Totalement. Ces lignes sont assez claires. Je pense que sur le fond, sur certaines lignes, il y a beaucoup d'Américains qui sont avec lui là-dessus. Sur la manière un peu brutale, ça fait plus... ça peut faire plus polémique. Mais c'est sur sa gestion de l'affaire Epstein. C'est plus ça qui fait que c'est pas sur les grands axes, comme tu dis, nécessairement, d'économie, immigration. C'est pas tellement ça. C'est plutôt sur... au cours des derniers jours, c'est sur l'affaire Epstein en disant, là, il nous avait dit qu'elle allait tout dévoiler, puis là, finalement, il veut pas le dévoiler. Il y a des gens qui sont surpris de ça. C'est-à-dire qu'il fallait quand même s'attendre à ce qui était attendu. Hein? C'était un homme, disons, très narcissique, qui est un manipulateur. Ça, j'ai aucun mal à l'admettre, mais on ne tombe pas dans la psychiatrisation. S'il vous plaît, ça donne rien. Ça ne donne que des mouvements vulgaires, des expressions vulgaires. Si vous prenez un bouton puis que vous l'entretenez comme ça, un jour, ça pète. Puis c'est pas beau, ce qui est à l'intérieur d'un bouton. On en a tous déjà eu un à des endroits moins souhaitables les uns que les autres. Puis tu sais, je pense qu'il faut ne jamais oublier que la colère, c'est pas un sentiment qui naît et émerge de nulle part. Quand les gens sont en colère, c'est parce qu'on les a mis en colère. Quand les gens choisissent l'expression vulgaire et le populisme, c'est parce que le rigide et le plastique les tannent. C'est parce qu'ils sont tannés de ne pas se faire écouter. Peut-on s'intéresser aux causes des symptômes plutôt qu'aux conséquences? Hey, c'est un chroniqueur de Montréal qui lance ça dans l'air. J'en reviens pas. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Puis si tu ne l'as pas déjà lu, il faut lire cet éditorial. C'est dans la presse La Grande Contagion, c'est il y a quelques jours. J'ai lu ça. De Laura Julie Perrault. Et je trouve que ça va exactement avec ça, cette idée de psychiatrisation où elle parle de la montée de l'extrême droite. Elle pose la question, et si la montée de l'extrême droite était une pandémie politique? Finalement, comme si... le titre, ça s'appelle La Grande Contagion. Oui, c'est un virus. Comme si c'est quelque chose qui est extérieur. Ça arrive comme ça. Ça arrive, puis on est comme des pauvres victimes. On oublie que c'est le peuple qui vote. Mm-hmm. Mais non, c'est la grande contagion. Il y a quelque chose comme ça. Et elle dit pas besoin, elle termine sa chronique, elle n'a pas besoin de vaccin pour s'en prémunir. Il faut avoir, c'est l'été, c'est l'été. C'est pas les meilleures chroniques des fois. C'est fascinant quand même. C'est fascinant ce dialogue et ce... Petit détail, dans le texte, Nigel Farage, qui est associé à l'extrême droite. Il faut vraiment essayer de ratisser large pour réussir à mettre Nigel Farage là-dedans. La contagion, le vocabulaire est important. C'est ça, le lexique, le virus. C'est toi qui l'as dit, la société est malade. Parlons aussi de ce qui se passe pour la partielle d'Arthabasca, parce qu'en fait, ça plaît, ça. Ça plaît, ça commence à bouger, il y a beaucoup d'enjeux. Même si c'est l'été, ça reste quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, là, effectivement. Mais moi, c'est pas une surprise pour bien des gens. Là. Moi, je suis nostalgique de la bonne vieille politique à l'Union nationale, des méthodes des fois un petit peu douteuses, c'est-à-dire des coups en bas de la ceinture. J'aime ça quand c'est le fun. Hein? Ça a l'air un peu banal de dire ça, mais je trouve que c'est tellement plate, la politique au Québec depuis quelques années. C'est tellement rigide. Les lignes de parti, on a des coalitions qui promettent, j'envoie un petit signal à la CAQ de dire, nous, on va laisser la parole à tout le monde, fédéralistes, souverainistes, on muselle les souverainistes, ligne de parti, vous pensez pas de cette façon-là, sortez pas, il y a combien eu de dossiers sur les députés d'arrière-ban, les plantes vertes à la CAQ, et là, on a un Éric Duhaime qui est un peu cochon. On va le dire, là, il joue cochon. Et on a aussi un PQ qui, franchement, dépasse parfois certaines lignes. Et je trouve que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment... il y a quelque chose qui trame, il y a quelque chose qui pousse, un sentiment d'excitation. On sent que cette partielle-là va être encore plus déterminante que l'ont été les autres, celle dans Terrebonne, celle à Québec également. Et là, on sent aussi qu'à la ligne d'arrivée, franchement, là, ça va être difficile de parier sur le gagnant. Bon, il y a des gens qui disent que c'est gagné pour Éric Duhaime et ça expliquerait pourquoi le PQ emploierait des méthodes qu'on ne lui connaît pas. Peut-être, mais peut-être que c'est bon pour tout le monde aussi, que les idées comme ça passent en avant et qu'on ait une vraie course. Ça va être le fun, la politique, dans les prochains mois, Karima. L'automne, politique municipale. 1 an plus tard, on va avoir l'élection provinciale et entre-temps, on va avoir peut-être l'entrée d'Éric Duhaime comme ça à l'Assemblée nationale, ce qui devrait, s'il l'emporte, agiter un peu certaines idées et enfin pouvoir exprimer ce que 15% des gens ont voulu exprimer aux dernières élections. J'ai bien hâte de voir qui va l'emporter. Ah non, ça va être absolument passionnant, en effet. Puis on sent que le monde bouge. Tu sais, ça bouge à l'international, mais ça bouge aussi au Québec. Puis les prochains mois, effectivement, ça va être passionnant. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi.